Et donc après le mois d'août, il y a eu un grand vent de révolte en fait, mais donc ça a commencé je crois au Népal, ensuite au Bangladesh, partout en fait il y a eu des émeutes, et à Madagascar notamment. Et en fait à Madagascar ce qui s'est passé c'est que dans la capitale les gens ont commencé à utiliser BitChat, donc l'application de, je sais pas si tu connais directement, mais donc c'est une application de messagerie qui permet de s'échanger du Bitcoin et aussi de faire de, de la messagerie sans avoir besoin d'internet, donc de proche en proche en utilisant des mèches Bluetooth, des choses, enfin, des choses un peu avancées. Je me rappelle plus du nom du pasteur du Zimbabwe qui est allé au MIT parler à la Bitcoin Expo, donc au MIT. Chaque année, ils font une expo sur Bitcoin et il en a parlé justement de l'intérêt de technologies comme Bitcoin au Zimbabwe, qui va vraiment permettre en fait aux populations, à tout le monde, de pouvoir épargner sans avoir besoin de la monnaie étatique, des gouvernements. Pour revenir au minage, un vrai potentiel, surtout dans les pays côtiers, surtout Madagascar en fait. Pour moi, Madagascar, ça pourrait devenir un emblème pour Bitcoin. C'est la décentralisation pure. C'est au bout du monde, c'est une île. C'est vraiment, c'est l'emblème. C'est venez mettre un peu de Bitcoin ici, ça va décentraliser le réseau. De une, ça va sécuriser le réseau. Vous allez aider une population qui est en détresse, hein, vraiment. Je crois qu'il y a plus de 40% des Malgaches qui n'ont pas accès à l'électricité, quand même. Je veux dire, ok, bon, si les ONG veulent pas venir, bah venez, hein, Bitcoiners, vous venez. Vous mettez l'électricité parce que les gens, ils en ont besoin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet 21. Aujourd'hui, je reçois Pascal Radaora. J'ai découvert Pascal sur LinkedIn grâce à ses écrits et ses articles et j'ai tenu à l'inviter parce que son travail est assez remarquable. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Elodie, bah écoute, c'est un plaisir partagé, la première fois qu'on échange et ravi de faire partie de ton podcast. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir être interviewé par toi aujourd'hui. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Il y a une tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il nous raconte comment il ou elle est rentré en contact avec cet objet curieux qui est Bitcoin. Donc, vas-y, c'est à toi, Pascal, raconte-nous comment tu fais la connaissance de Bitcoin. Ouh, c'est une vaste question. Non, assez court, mais je suis tombé un peu dessus par hasard en 2021. À l'époque, je l'avais pas vraiment pris sérieusement. Je travaille dans l'informatique depuis. J'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai fait prépa, ensuite j'ai fait école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé au centre d'études spatiales un peu à Toulouse, et puis ensuite, je me suis expatrié. Et donc là, je prends l'appel d'Australie, d'où j'habite. Donc j'habite en Australie, à Sydney. Et j'ai découvert Bitcoin un peu par hasard dans mon cercle d'amis. On en parlait un peu, c'était en 2020, mais rien de très sérieux. Je me suis vraiment réintéressé en 2021-2022. Le cadre, le contexte, c'est qu'en Australie, on n'a pas vraiment de retraite établie, donc comme en France. On a un système de retraite par répartition. Non, ça c'est en France. Ça, c'est en français. Oui, ça c'est en France. En Australie, c'est par capitalisation. J'ai regardé différents investissements, des choses. Je me suis dit, tiens, bah, il faut que je m'y intéresse. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je commence à mettre une partie de mon salaire de côté pour avoir une retraite. Et donc, c'est là où j'ai commencé à vraiment regarder en détail, bon, Bitcoin, mais toute la théorie de l'investissement, comment investir. Enfin, je me suis intéressé aux maths, à la physique derrière. C'était passionnant. Et donc, ça a été mon premier point d'accroche. C'était vraiment dans quels actifs et comment je pourrais me positionner dans le long terme pour mon futur. Et c'est là où j'ai découvert Bitcoin et ça a été une sacrée aventure. On va dire que ça m'a scotché en fait. J'ai commencé à creuser le terrier du lapin et je suis vraiment allé très profond dans le terrier, je pense. Et donc oui, donc en fait j'ai vu la lumière. Enfin, je sais pas si certains ont vu un flash ou un truc comme ça, mais en tout cas il y en a. J'ai eu un déclic. Il s'est passé quelque chose à un moment. J'ai vraiment j'ai compris en fait que c'était quelque chose de très particulier pour l'humanité. Et je pense que une chose que les gens ne comprennent pas forcément, c'est quand on est africain, surtout j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se passe plus pour nous. Moi, je suis métisse malgache et je sais ce que c'est en fait aussi de l'inflation, tout ça. C'est quelque chose de palpable en fait quand on a vécu un petit peu la corruption de l'intérieur. On se rend compte aussi particulièrement de l'intérêt d'une technologie comme Bitcoin. Donc bon, de fil en aiguille,
ça a vraiment résonné en moi. La technologie a résonné en moi. En plus, je suis ingénieur informatique, donc j'ai compris l'informatique. Ensuite, je me suis intéressé à tout le reste derrière, la physique, l'économie. J'ai creusé les livres. Et donc, j'ai plein de choses à discuter parce que ça m'a vraiment passionné. Je crois que ça va vraiment changer le monde. C'est déjà en train de changer le monde, mais c'est vraiment une technologie révolutionnaire, plus que ce que les gens peuvent penser. Le premier réflexe qu'on a, c'est se dire ouais, c'est un truc virtuel, c'est un moyen de paiement, peer-to-peer. Mais quand on commence vraiment à regarder les implications profondes que ça a pour les sociétés, comment on fonctionne en tant que société, notre rapport avec nos gouvernements, notre rapport d'individu à individu, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de spécial. Après 17 ans d'existence, je pense que c'est encore plus valide. On commence vraiment à se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Nous, on est dans l'intérieur et donc l'idée, ce serait d'essayer de convaincre un maximum de personnes. J'ai encore l'impression qu'on est très tôt dans l'adoption. Quand on voit un peu, moi je prends l'exemple de Madagascar, mais bon, c'est quand même très très compliqué encore de pouvoir l'amorcer directement, se dire que ça va pouvoir les aider maintenant. Il va encore se passer beaucoup beaucoup de paliers, d'étapes, et j'espère sincèrement que Bitcoin y arrivera. Voilà. Donc pour revenir à ta question première, c'est vraiment pour moi la découverte, ça a été d'abord l'aspect financier, investissement pour ma retraite. Et ensuite, derrière, je ne m'attendais pas du tout à avoir tout le contenu en ligne. Je suis tombé sur Michael Saylor, sur son site hope.com. Donc là, c'est toute la partie anglophone en fait du Bitcoin que peut-être les Français ont moins l'habitude de voir. Mais il y a un site magnifique, hope.com, avec plein de contenus, des conférences, toute la vision. Je raisonne pas mal avec Michael Saylor, donc qui est le PDG de MicroStrategy. Hein. Je raisonne pas mal avec lui parce que lui, il a fait des études au MIT. Il est diplômé en aérospatial. Et donc, on a un peu. Je, J'arrive à comprendre un peu sa manière de penser. Comment il voit le Bitcoin, comment il sent l'énergie économique, ce dont il parle. Donc, moi, en fait, mon créneau, ce que j'essaye de faire en quelque sorte, c'est essayer de développer ces théories, mais surtout de les développer en français. Parce qu'il Ok. n'y a peut-être pas beaucoup de, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ça d'un point de vue France, ou alors je suis moins exposé du coup au côté français. Mais donc voilà, moi c'est toute la théorie physique en fait derrière Bitcoin qui commence à vraiment, après 17 ans d'observation en fait, on peut commencer à faire de vraies théories qui tiennent la route. Et donc ça a été tout mon travail de ces 2 dernières années. En gros, sur mon temps libre, j'essaye de bien formaliser, même juste pour moi, tout ce que je comprends, tout ce que je vois venir potentiellement, les pour, les contre. Mais ouais, donc énormément de choses. Voilà. Super. Ben, en tout cas, très riche tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Moi, il y a un point que je voulais creuser. Il y a plusieurs points hein, que je pense je vais revenir dessus au fur et à mesure. Mais le premier point que je voulais creuser, qui vraiment fait écho à, on va dire, à ma propre histoire avec Bitcoin, c'est quand tu dis que, en fait, les Africains comprennent de façon instinctive et rapide Bitcoin parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a il y a des points qui connectent ensemble quand on comprend cette technologie et quand on la met au regard de ce qui se passe en Afrique d'un point de vue monétaire, d'un point de vue des transactions, d'un point de vue de l'inflation tout simplement et de l'activité économique. Est-ce que bah après tu me dis si comme tu vis pas là-bas, si t'as pas les informations, mais comment tu perçois toi l'adoption de Bitcoin bah en Madagascar par exemple? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se disent ça peut apporter quelque chose ou on se dit Ah, bah non c'est un énième scam quoi. alors il y a les deux écoles. Ce qui s'est passé à Madagascar récemment. Donc moi j'y étais là en vacances. J'y étais pendant près d'1 mois. C'était en août. Et donc après le mois d'août, il y a eu un grand vent de révolte en fait. Mais donc ça a commencé, je crois, au Népal, ensuite au Bangladesh. Partout en fait, il y a eu des émeutes et à Madagascar notamment. Et en fait, à Madagascar, ce qui s'est passé, c'est que dans la capitale, les gens ont commencé à utiliser BitChat, donc l'application de, je ne sais pas si tu connais directement, mais donc c'est une application de messagerie qui permet de s'échanger du Bitcoin, mais aussi de faire
de, de la messagerie sans avoir besoin d'Internet, donc de proche en proche, en utilisant des mèches Bluetooth, des choses un peu avancées, qui a été développé par Jack Dorsey. Et donc j'avais vu moi sur les réseaux sociaux que Madagascar, voilà, il y avait le mouvement One Piece, Pirates, les jeunes qui sont révoltés. Hein. Le président malgache a été destitué, Ange Rajoelina. Il a été destitué, il est parti se réfugier à l'île Maurice. Et je crois que. Donc là, c'est vraiment tout récent, ça, hein, c'est dans les 2 derniers mois. Et depuis, ils lui ont même retiré sa nationalité malgache. Enfin bon, voilà, il s'est fait. Voilà, il s'est fait éjecter par la population. Donc il y a eu un vrai vent de révolte de la jeunesse malgache qui en pouvait plus de la corruption. Là, on est vraiment dans une phase d'attente. C'est un peu les militaires qui ont pris le dessus pour le moment, bah, qui font un peu une transition. C'est toujours un peu bancal malheureusement. Après, au niveau de Bitcoin, je vois que l'adoption progresse. C'est encore très... Le problème, évidemment, c'est l'éducation, c'est l'exposition, c'est l'accès à l'Internet. Donc, en dehors de la capitale, donc typiquement pour parler de Madagascar, c'est quand même un des 5 pays les plus pauvres au monde, si on regarde le classement. Euh, c'est game changer pour les gens qui ont déjà la capacité d'épargner, même si le nerf de la guerre à Madagascar, c'est d'abord on va dire, de moderniser l'infrastructure. Il y a tellement de choses à faire. Mais je vois vraiment, Bitcoin, c'est le futur. Ce sera le futur pour les malgaches aussi. Mais ça viendra un peu plus tard, je pense. Dans un premier temps, bon, l'inflation est énorme. Hein. L'Ariari malgache, si on regarde le cours par rapport à l'euro, il a perdu 100% en, je crois que c'est 7 ou 8 ans. Il faudrait regarder sur TradingView ou quelque chose comme ça. Mais oui, l'ordre de grandeur, c'est vraiment le pouvoir d'achat est dans les toilettes. C'est vraiment un problème d'éducation financière, mais juste de s'intéresser à ce que c'est la monnaie. Les gens ont juste pas la bande passante, malheureusement, pour ça encore, je pense. Même si je vois que ça commence, pour commencer, il faut amorcer la mèche, mais on est vraiment au tout début, surtout dans des pays comme Madagascar, où la priorité, évidemment, ça va être d'abord de réparer les routes, d'essayer de moderniser. Une fois que la population aura la capacité d'épargner vraiment, là, c'est Bitcoin, forcément, ça en fera partie de la stratégie. Au niveau du gouvernement, ça serait bien s'il y avait une politique là-dessus. On voit que bah, ça commence, hein, la réserve stratégique Bitcoin qui va arriver aux États-Unis, la potentielle théorie des jeux qui va suivre. On va y arriver doucement, je pense, même dans les pays, on n'aura pas le choix, les pays vont devoir s'aligner si les États-Unis et si le reste du monde s'y met. On espère que l'Afrique en profitera aussi. Mais oui, on en a bien besoin. On en a bien besoin parce que malheureusement, la gestion monétaire en Afrique, on va pas dire qu'elle a été exemplaire. Il y a beaucoup d'exemples. Madagascar, pas directement, mais typiquement, par exemple, le Zimbabwe, tous les 8 à 10 ans, c'est hyperinflation, c'est perdre de toute l'épargne s'envole. Voilà. Il y a eu, il y avait une très belle vidéo il y a 6 mois qui a été postée au MIT. Euh, je me rappelle plus du nom du pasteur du Zimbabwe qui est allé au MIT parler à la Bitcoin Expo, donc au MIT. Chaque année, ils font une expo sur Bitcoin et il en a parlé justement de l'intérêt de technologies comme Bitcoin au Zimbabwe, qui va vraiment permettre en fait aux populations, à tout le monde, de pouvoir épargner sans avoir besoin de la monnaie étatique, des gouvernements. C'est juste game changer en fait. On n'a jamais rien vu de tel. C'est un déploiement qui va prendre des décennies, mais il faut se dire que dans le temps long, ça va changer la face du globe. Vraiment. Je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et et sur les questions, parce que c'est aussi des sujets que tu abordes dans tes écrits sur la partie énergétique. Est-ce que tu penses que le mining, notamment de Bitcoin, serait pas une réponse aux problématiques que tu évoquais tout à l'heure à Madagascar et puis même ailleurs en Afrique sur les problématiques d'électrification, les problématiques des infrastructures. Donc avoir une activité qui va permettre d'avoir un actif liquide, qui va permettre justement de pouvoir à terme financer des infrastructures qui sont vieillissantes ou dans certains cas inexistantes.
Oui, c'est très intéressant comme question parce que j'ai d'ailleurs creusé la question moi-même. C'est vrai qu'on voit apparaître déjà au Kenya, par exemple, avec Gridless, mais aussi surtout en Éthiopie, de tous les pays qui ont accès à des surplus énergétiques. Là encore, Bitcoin, c'est du pain béni en fait parce que c'est beaucoup Bitcoin, on regarde le terawatt. Les gens regardent le terawatt, ils s'arrêtent au terawatt, ils disent oh ça consomme beaucoup d'énergie, c'est pas bon pour l'environnement. Allez, basta, on arrête d'en parler. Mais il faut creuser en fait. Quel est le mix énergétique? Quel est le type d'énergie qu'on utilise? Est-ce que c'est une énergie qui serait perdue? Sinon, c'est vraiment ça. Tout le monde le sait. On essaye de le rabâcher tout le temps. On entend des mineurs Bitcoin qui disent mais vous savez, si l'énergie elle est perdue, autant l'utiliser à faire quelque chose. Mhm. Après, l'argument c'est mais on peut utiliser, on pourrait inventer autre chose que faire Bitcoin. Mais non, on n'a pas trouvé encore autre chose. Donc, en attendant que vous trouviez autre chose, faites Bitcoin parce que en fait, ça rentabilise vos infrastructures. L'excès d'électricité qui n'est pas utilisé, typiquement à Madagascar, on a un peu d'hydroélectricité. Le temps de développer euh, les infrastructures autant minées, ça va rentabiliser le, le coût de mettre en place en fait toute l'installation électrique. Mais une fois que ça sera fait, bien sûr, utilisez-la pour la population. Mais c'est vraiment, on sent qu'il y a ce potentiel accélérateur. En fait. C'est quelque chose qui va permettre de rendre ce qu'on appelle le CAPEX, donc la dépense d'investissement et tout le capital qui est requis pour démarrer un projet hydro, par exemple, un barrage, un mini barrage. Moi, j'ai regardé aussi potentiellement de mettre en mer, en fait. Maintenant, on arrive à générer du courant avec la force des vagues. Donc c'est un projet qui est développé en France, du côté de Bordeaux, ça s'appelle Sea Turns. Et donc ça permet en fait de générer l'électricité en plaçant des sortes de gros cylindres, pas très loin des côtes. Et juste avec la force holomotrice, qu'on appelle ça va générer l'électricité et ça pourrait permettre d'alimenter toute la côte malgache, toute la côte est par exemple, ou au moins faire un projet pilote, des choses comme ça. Le gros problème, c'est le financement. Qui c'est qui va financer? C'est là où Bitcoin va vraiment avoir un intérêt. Parce que Bitcoin, ils attendent que ça. Il y a de l'énergie, on ne sait pas encore comment on va la distribuer, mais on peut déjà mettre l'infrastructure en place. Les mineurs Bitcoin vont venir prendre en charge un peu la partie CAPEX, donc d'investissement. Et ensuite, le revenu de minage va permettre d'autofinancer le temps que le reste de l'infrastructure suive. Il y a vraiment un potentiel majeur. Euh, un grand flou encore juridique. C'est tellement nouveau encore, ou c'est pas vraiment, surtout en Afrique, c'est un peu. Enfin voilà, il y a beaucoup de. Je vais pas dire le mot, mais bon, il y a des choses pas toujours très nettes qui se passent, comment les contrats sont négociés et Sans tout. négocier, ouais. Voilà, donc bon, ça c'est quelque chose aussi, c'est encore autre chose sur laquelle Bitcoin pourra aider, donner de la transparence sur les contrats. Mais oui, donc pour revenir au minage, un vrai potentiel, surtout dans les pays côtiers, surtout Madagascar. En fait, pour moi, Madagascar, ça pourrait devenir un emblème pour Bitcoin. C'est la décentralisation pure. C'est au bout du monde, c'est une île, c'est l'emblème. Venez mettre un peu de Bitcoin ici, ça va décentraliser le réseau, ça va sécuriser le réseau. Vous allez aider une population qui est en détresse, vraiment. Je crois qu'il y a plus de 40% des Malgaches qui n'ont pas accès à l'électricité, quand même. Je veux dire, si les ONG veulent pas venir, bah venez, hein, Bitcoiner, vous venez, vous mettez l'électricité parce que les gens, ils en ont besoin. Donc non, Non, il y a vraiment un potentiel, il y a un potentiel énorme. Il faut que ça soit accompagné il faut qu'il y ait un leadership et des gens. Moi, je vais essayer. Je commence remote un petit peu, mais c'est vrai que il va falloir que je m'expose un peu plus et que j'essaye de défendre cette vision parce que je pense que pourrait devenir la capitale Bitcoin de l'océan Indien. Voilà. Je plante le décor. Ouais, tu plantes le décor. En tout cas, ça fait rêver, ça donne des perspectives. Et puis surtout, bah, c'est un appel, hein, les bitcoiners du monde entier, bah voilà, il y a du potentiel. Et puis par rapport à ce que tu décrivais, en tout cas, Madagascar, du coup, pourrait être un exemple de ce qui pourrait être fait ailleurs, justement dans les territoires, bah, on va dire, en pleine mer, des territoires en fait côtiers. Si on peut générer une électricité avec une infrastructure qui est rentabilisée
enfin en tout cas qui est utilisé Day One pour pouvoir générer déjà des flux financiers, ça permet justement de pouvoir comme ça financer encore plus d'infrastructures et apporter l'électricité à tout le monde. Et puis il y a déjà des exemples qu'on a vus, Gridless au Malawi, en Éthiopie aussi, avec le grand barrage qui a généré, il me semble, presque 55 millions de dollars en une dizaine de mois. Donc c'est une manne qui est assez intéressante, en tout cas pour un continent tel que l'Afrique, où l'électrification est un vrai sujet. Donc tu évoquais 40% en fait d'une population qui n'a pas accès à l'électricité, c'est énorme quoi. Oui, non, j'essaie de vérifier le chiffre parce que je crois que c'est même plus que ça, mais donc c'est énorme et puis tout est à faire en fait. On va pas commencer à chipoter. Non, vous êtes Bitcoin. Non, non. On a juste besoin. La population a juste besoin en fait. On va pas commencer à dire. Et puis en fait, quand on commence à comprendre la technologie, Bitcoin, c'est vraiment en fait, moi je vois ça comme de l'optimisation sous contrainte de réseau électrique. C'est-à-dire que, ok, il y a des usages courants, vous en avez besoin vous l'utilisez. Mais tout le reste, donc tout ce qui serait perdu sinon, vous le minez. Voilà, c'est simple, hein. C'est juste utiliser à 100% la capacité électrique disponible au lieu d'en perdre. Donc, par exemple, en France, je crois que ce qui est regardé, ce serait la modulation nucléaire. Quelque chose on doit changer en fait la charge des réacteurs nucléaires pour se calquer à l'offre et la demande, si j'essaye de résumer dans les grandes lignes. Mais donc l'idée, ce serait au lieu de faire ça, qui est en fait une sorte de gaspillage, parce qu'on pourrait toujours utiliser les réacteurs au max. Mhm. En fait, ça augmente leur durée de vie, je crois. Il faudrait regarder les études plus poussées. Mais en les utilisant proche du max, eh ben, le delta que vous avez en permanence, vous le minez. Pareil, c'est un gain énorme. Et puis les profits, après, ça c'est, comme je dis, la volonté, elle est technologique, la bonté, elle est humaine. C'est-à-dire que l'argent, c'est de l'argent. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire quelque chose de bien avec, replantez des forêts, faites quelque chose qui a du sens avec l'argent. Hein, l'argent n'a pas d'odeur, c'est pas... Non, c'est juste, il faut optimiser les ressources qu'on a. Donc on voit aussi, c'est là aussi où je rejoins un petit peu le courant des décroissants, des gens qui veulent freiner un petit peu la société. Mais Bitcoin, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour une transition énergétique décarbonée. C'est ce qu'il nous faut pour ralentir, mais aussi optimiser ce qu'on a déjà. Donc pas besoin d'en rajouter. Vous en rajoutez pas, mais vous faites au max avec ce que vous avez. C'est une bonne philosophie de la sobriété, je pense. C'est vraiment essayer d'optimiser ce qu'on a en fait, sans vouloir. Voilà, mais je pense que nous, Bitcoiners, on a aussi on est conscient de cet aspect sur la consommation. On ne consomme pas pareil, on ne va pas acheter Shine ou des. Ouais. Je prends juste des exemples, mais tout ce qui est fast fashion, fast and furious, tout va trop vite. Bitcoin, ça nous aide à ralentir. Vraiment. En fait, le fait de pouvoir épargner, de se dire que mon épargne ne va pas aller à zéro, j'ai une vraie incentive à ne pas dépenser n'importe comment. Ça change les perspectives. Voilà. Désolé, on a perdu un peu le fil peut-être. Non, très bien, très bien. Je pense que le fil, il est là. Le fil, c'est que Bitcoin a plusieurs facettes. Et ce que tu disais est très juste. Et ça me fait écho à une invitée que j'ai reçue il y a pas longtemps qui disait que tous les projets à impact aujourd'hui, impact sociaux sous-entendu, qui n'intègrent pas Bitcoin en fait dans leur schéma, dans leur en tout cas schéma financier, courent à leur perte parce qu'ils se coupent d'un actif qui, en regardant ses performances d'avant, a apporté quand même en fait des performances incroyables. Donc, comme tu disais, une fois que l'argent est là, effectivement, c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Et puis, pour revenir au cas de Madagascar, l'argent qui serait issu du minage, si c'est bien géré en fait par un État qui lui-même Voilà. est impliqué en fait dans le sujet, pourrait servir pour Ça, les c'est hôpitaux, les routes, l'éducation, les entreprises. Et puis ça fait, on va dire, un pays qui c'est une vraie se politique de développe. long terme en fait. Mmh. Ça donne une incentive. Ça y est, il est temps de repenser au futur, les gars. On a Bitcoin maintenant. Vous pouvez planifier sur 20 ans. Vous faites un plan sur 20 ans. Vous créez une réserve et puis vous la dépensez au fur et à mesure dans des projets
qui font sens dans vos sociétés. Voilà. Exactement. En Donc, utilisant que de l'énergie qui serait sinon dissipée en plus. Donc, encore une fois, optimisation sous contrainte des réseaux électriques. mhm, Vous touchez, voilà, vous faites ça. C'est les serveurs, les serveurs de Bitcoin, c'est du on-off en fait. Donc, elles mhm. s'adaptent en temps réel à l'offre et à la demande. C'est incroyable. On n'a jamais eu une technologie comme ça qui permet vraiment d'optimiser ce qui existe déjà. C'est vraiment ça. C'est Et ça. donc, juste se priver de ça, c'est se dire, bah non, je vais me priver de cette optimisation pour des raisons purement idéologiques, en fait. On va pas se le cacher, c'est C'est ça. des problèmes politiques, politicards, enfin bon, des choses, c'est des choses qui nous dépassent. Mais quand on regarde la science, c'est vraiment optimiser avec ce que vous avez. Vous le faites, vous faites quelque chose qui a du sens pour vos populations. Si c'est plus d'écologie, allez-y, décarboner, faites ce que vous voulez, mais voilà, encore une fois, comme je dis, l'argent n'a pas d'odeur. Vous créez une masse financière. Après, ce que vous en faites, ça, c'est des projets de société, c'est des projets sur 20, 30 ans, donc il faut discuter en société. Ce serait juste dommage de se couper dès la planche, dès le départ, sur la capacité de la technologie qui est associée, mais on part dans des choses complètement vagues, extrême droite, mais regardez-nous, regardez-nous, est-ce qu'on a l'air d'extrême droite? Franchement, posez-vous les bonnes questions quand même. Hein. Bonne question. Bah, en tout cas, faut se poser des questions sur les narratifs, parce que Oui, justement, sur Bitcoin, le narratif qui a été entretenu sur bah, c'est mauvais pour la planète, c'est pour les criminels. En fait, tout ce narratif sur Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui, qui est tellement ancré dans l'inconscient, à tel point que lorsque le mot Bitcoin est prononcé, ça déclenche tout de suite de l'hostilité, de l'incompréhension ou de la méfiance. Bah, faut se poser la question à qui profite ce narratif, qui a été à l'origine de ce tout à fait. narratif, et puis quelles sont les bases, les bases réelles, donc les faits, les preuves qui alimentent ce narratif. On se rend compte en creusant un peu à chaque fois qu'on tombe en fait sur on va dire un no man's land où il n'y a pas vraiment de preuves, c'est des choses qui sont évoquées comme ça, des comparaisons avec des raccourcis qui sont pris, mais les gens sont tellement noyés dans une vague d'informations que bah, je retiens une information qui a été dite comme ça, c'est très difficile, l'énergie qu'il faut pour enlever ça dans la tête des gens, elle est complètement folle. donc finalement, J'en c'est parle vrai que ça d'ailleurs, oui, explique un c'est ça. J'en parle dans un de mes articles. Je parle en fait de différentiel d'utilité. On n'a pas vraiment une incentive à s'intéresser à Bitcoin jusqu'au moment où on en a vraiment besoin. C'est ce qu'on voit des gens, les gens qui ont vécu l'hyperinflation une fois, ou les gens qui ont dû quitter leur pays pour des raisons de guerre. On a vu l'adoption en Ukraine, on voit l'adoption qui est en Iran, qui est au Liban. Les Venezuela aussi. Venezuela, bien sûr, avec Machado. On voit que Bitcoin a en fait de l'utilité là où le monde part en vrille. C'est triste à dire, mais c'est là où on se rend compte en fait quand tout part en vrille, eh ben vous serez bien content d'avoir une petite réserve que personne ne peut vous prendre, avec quelques mots gravés dans votre tête ou quelque part. Voilà, c'est vraiment, c'est juste game changer. C'est passer des frontières avec votre réserve de capital, sans vous poser la question, voilà. Il y a pas il y a pas d'autres. Bien sûr, il y a d'autres cryptos, mais il faut juste regarder le market cap et tout. Enfin, il y a que Bitcoin. Il y a Bitcoin et le reste. C'est pour ça que Tout à fait. Les Bitcoiners aiment bien dire Bitcoin, crypto. Deux choses différentes. Vraiment, regardez juste la capitalisation boursière, différentes métriques. Mais voilà, il y a deux mondes et c'est vrai que ce différentiel d'utilité, c'est quand on en a vraiment besoin, l'énergie d'activation, donc c'est un concept en physique, on s'active quand il y a vraiment un besoin utile de l'avoir. Dans les pays développés comme la France, tous les pays du G7, hein, du G20, c'est vrai que c'est plus la partie, comment dire, épargne long terme. Le narratif maintenant, c'est la réserve de valeur, tout ça, sans vraiment aussi voir essayer de se détacher de son contexte à soi pour voir ce que ça apporte au reste de l'humanité. C'est aussi quelque chose, c'est se dire, mais moi, ça me sert à rien. Mais toi, peut-être. Mais si tu participes, imagine-toi les gens qui sont en Afrique, qui souffrent et qui pourraient avoir un moyen d'épargner.
c'est aussi se mettre un peu à la place des autres, c'est un peu faire preuve d'empathie. C'est bizarre, hein, mais c'est juste qu'en fait, en première approche, on dit bah non, mais c'est un scam, machin, mais il faut creuser. Comme tout, surtout Bitcoin, c'est compliqué, beaucoup de choses quand même théoriques, ça prend du temps. C'est compréhensible en fait qu'il y ait une friction. Mais notre rôle à tous, c'est d'essayer de diminuer cette friction au maximum. Plus le temps passe, plus la friction diminue. On se rend compte que Lightning est de plus en plus opérationnel. On voit qu'il est maintenant utilisé dans des Carrefour City, j'ai vu en France. On voit que ça 5 ou 6 décolle. qui Ouais. l'utilisent. On voit en Suisse aussi ça décolle. Dans tous les pays développés, ça décolle doucement, mais ça décolle. Internet a pris du temps à décoller. Bah, on est au début, quoi. On est au début. C'est ça. Bah, de toute façon, l'adoption, même dans les pays développés, pour un commerçant, à un moment donné, il a aussi une utilité ou un intérêt, une incentive à se dire je vais accepter les paiements en Bitcoin parce que quand tu regardes en France, il y a 10% de la population qui ont Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, si on se place d'un point de vue juste mercantile, pourquoi couper en fait, pourquoi ne pas être inclusif en fait sur ces personnes qui ont du Bitcoin et qui pourraient payer avec. Donc, on peut être très très pragmatique. Les commerçants le sont souvent. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps avant que les commerçants se disent, bah, ça me coûte rien d'accepter les Bitcoins comme moyen de paiement. Ça me Bien fait sûr, oui, juste un ça moyen rapporte de une paiement en clientèle, plus. voilà, Voilà, un c'est ça. segment de marché en plus, une clientèle. C'est dommage de se couper de cette clientèle. En plus, c'est pas forcément les pires consommateurs, on va dire. On a pris le temps d'étudier la chose, on comprend la logique derrière, et c'est vrai que pour les commerçants maintenant, ça arrive avec Square et tout. J'ai vu aux États-Unis, Ouais, c'est Rumble ça avec aussi. Donc, Square. c'est les grosses plateformes de streaming qui commencent. On peut se faire payer en Bitcoin aussi. On voit que Mhm. ça, on voit que ça boue, hein. Ça quand même, ça bouge. Donc, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ouais, c'est ça, c'est l'avenir. Moi, il y a un point que tu as évoqué justement dans ta présentation sur lequel je voulais revenir. Tu as Mhm. évoqué la vision que Michael Saylor a de Bitcoin et tu l'as rapproché aussi d'une vision physique. Est-ce que tu peux nous C'est vrai. détailler un peu comment Michael Saylor voit Bitcoin? It's economic energy. Ok. Tout part de l'énergie économique. C'est le grand concept en fait qu'il évoque souvent. Mais il voit vraiment. On va résumer un peu d'une manière assez succincte l'économie. Donc, ce qu'on appelle l'éconophysique, c'est le mélange de l'économie et de la physique. Tout est énergie autour de nous. J'ai pas peur de vous le dire, mais on travaille en fait tous les jours. Le travail, on dépense notre énergie, notre temps et notre énergie. En fait, on la dépense à créer de la valeur dans notre société. Mais donc, au final, on bouge des atomes. C'est de l'énergie. On bouge des atomes, on crée quelque chose qui a de la valeur pour d'autres êtres humains. Mais au bout du bout, si vous voulez juste simplifier, on bouge des atomes, c'est de l'énergie. Voilà. Alors, dans l'énergie, en physique, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie cinétique, c'est le mouvement, et il y a l'énergie potentielle, c'est celle que vous gardez en réserve et que vous voulez déployer plus tard. Très simplement, bah, votre épargne, c'est de l'énergie économique potentielle. Voilà. Vous avez une énergie économique potentielle, donc l'énergie que vous avez gardée, le surplus de votre travail. Votre travail, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Ensuite, vous avez tout ce qu'on va appeler les coûts. Donc les coûts, ça va être la consommation courante, tout ça. Mais au bout du bout, ce qui vous reste, après avoir dépensé tout ce qu'il vous faut pour vivre, survivre, vous avez un surplus de travail, c'est de l'énergie économique potentielle. Bitcoin, c'est un réservoir pour votre énergie économique potentielle. C'est un réservoir qui va stocker votre énergie. La grande différence par rapport aux d'autres réservoirs, donc on imagine une sorte de machine, ça peut être une fusée, ça peut être une voiture, ce que vous voulez, mais il vous faut en fait un conteneur pour stocker la valeur. C'est une des fonctions de la monnaie, c'est une réserve de valeur, mais c'est votre énergie que vous avez dépensée, le travail que vous avez effectué dans votre vie. Vous voulez la stocker dans un conteneur qui dure longtemps, voilà, qui est durable et qui va préserver votre pouvoir d'achat dans le long terme.
C'est un peu ça l'idée, hein. C'était en fait, la grande optimisation que Bitcoin a résolue, c'est la capacité d'épargner notre temps et notre énergie dans le temps. Voilà. On a un conteneur en fait qui est fini. Vous pouvez y stocker votre énergie économique potentielle et cette énergie économique potentielle. Donc, si on retourne un peu dans les concepts physiques, ce qui se passe avec Bitcoin, c'est qu'il a réintroduit la gravité dans l'économie. On n'avait plus de gravité dans l'économie. Tout est flou, tout va trop vite, tout bouge en fait. Tout est cinétique. Ce que j'explique, c'est que maintenant on a une masse gravité, E égale mc2. L'énergie du minage génère de la masse. Cette masse-là, elle ancre le Bitcoin comme vraiment un actif dur. Donc la monnaie dure. Mais donc, la grande théorie de Michael Saylor et de plus en plus de Bitcoiners, en fait, qui s'intéressent vraiment, qui sont plongés dans la théorie, hein, parce que j'ai ma petite idée aussi de Satoshi, tout ça, mais bon, pour moi, c'était pas des rigolos non plus, c'était des grands scientifiques. Pour moi, c'est un groupe de grands scientifiques qui se sont dit, on a le plus gros problème à résoudre dans ce monde, c'est le problème de l'argent, c'est les gens qui n'arrivent pas à épargner. Un groupe de scientifiques s'est mis bout à bout et ils ont décodé ils ont décodé le truc. Voilà. Ça, c'est ma théorie. Bon, c'est pas qui c'est, mais bon, voilà, c'est ma théorie. En fait, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est, voilà. Donc, pour en revenir à l'écono-physique, l'énergie potentielle, c'est l'épargne. L'énergie cinétique, c'est le mouvement, c'est la dépense, c'est le PIB, ce qu'on appelle le PIB, c'est ce qui génère. Et en fait, ce qu'on voit en fait dans nos économies, c'est qu'on a sacrifié l'énergie potentielle, hein. Notre épargne fiat, elle fuit en permanence et elle nous force à générer de l'énergie cinétique, donc du mouvement, du PIB. On a oublié qu'en fait, c'était OK de se poser, de pas dépenser n'importe comment, c'est OK voilà, de stocker son énergie économique potentielle et vous la déployez bien au bon moment pour les choses qui vous intéressent. La grande différence par rapport au système fiat, c'est qu'en fait, le système fiat ne nous laisse pas le choix. L'inflation, c'est une fuite. Donc, je parlais de réservoir. Vous avez un réservoir qui est étanche avec Bitcoin. L'inflation tend vers zéro. Donc, bon, il y a un peu d'inflation, mais on sait où elle va, elle est prévisible. Il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Vous parlez aux Bitcoiners, ils vous disent un BTC égale un BTC. C'est vraiment cette notion, c'est dur, c'est du code, ça ne bougera pas. Il faut un consensus. On est là pour ça, en fait, ça ne bougera pas. Ou alors, vous avez des conteneurs, des réservoirs, en fait, qui ont des trous qui sont percés et la valeur fuit, en fait. Le fait d'avoir donné une planche à billets à nos gouvernements, mais aussi aux banques, parce qu'à chaque fois vous prenez un crédit, tout ça, bah, c'est de la masse monétaire qui est créée ex nihilo, de rien. Ça fait qu'en fait, chaque unité de compte que vous gardez dans votre livret A, elle est dévaluée en permanence par le fait qu'il y a de plus en plus d'unités de compte qui courent après le même nombre de biens et de services. Donc en fait, par unité de compte, le nombre augmente, vous avez l'impression de vous enrichir, mais vous vous appauvrissez malgré vous, sans vraiment vous en rendre compte, avec un biais psychologique énorme, c'est que le chiffre monte, vous avez l'impression de devenir plus riche, mais en fait, vous vous rendez compte que les prix montent plus vite que votre salaire, donc c'est tout un jeu en fait qui marche à l'envers depuis un peu trop longtemps, 71, et donc oui, c'est donc ça la vraie thèse de Michael Saylor, c'est l'énergie économique, l'épargne, le capital, il dit que c'est economic energy, digital capital, digital economic energy. Toute sa thèse, après, à partir de là, lui, il voit une fusée, donc il va stocker dans son réservoir beaucoup de Bitcoin, et puis il a créé plein de produits tout autour qui vont permettre d'optimiser sa fusée, donc qui permettent de faire des rendements, des dividendes. Enfin, même moi, je m'y perds un peu dans tous ces produits boursiers, mais il voit ça vraiment, comme j'ai dit, il a fait des études en aérospatial, donc il faut regarder un peu les présentations de MicroStratégie récemment, mais on voit une fusée avec un réservoir marqué Bitcoin dessus. C'est sur mon profil LinkedIn d'ailleurs, un des posts récents. Et donc il dit voilà, j'ai rempli le réservoir, on a un peu de fiat par-dessus, mais ensuite voilà, là on décolle, on va continuer de remplir notre réservoir de Bitcoin. Et mécaniquement, en fait, comme le réservoir est étanche et que la fiat, elle, continue en fait de se dissiper, si on continue de faire la métaphore physique, c'est là où on entend aussi parler de trous noirs et tout ça, mais
C'est un peu vrai, hein. C'est vraiment un peu ça qui se passe. C'est qu'en fait, Michael Saylor, il voit qu'en fait, il y a un objet dur, un objet dense. Lui, il appelle ça Orange Dwarf, donc c'est une naine orange. C'est une sorte d'astre en, en mécanique céleste, en astronomie. Donc c'est une naine orange. Ce serait plus vrai de dire que c'est une naine blanche pour des raisons physiques, mais donc pour lui, dans sa métaphore, c'est orange, donc c'est une naine orange qui vient accréter le capital dans un disque d'accrétion. Donc c'est exactement ce qui se passe. Enfin, tout nous laisse à penser que c'est de la physique qui se joue sous nos yeux. On a d'un côté un système dur et étanche, de l'autre un système qui se dissipe comme un gaz en fait. Donc mécaniquement, la valeur va venir se greffer sur la partie dure et dense, qui se densifie avec le temps en plus. Voilà. C'est la théorie de Saylor. Donc lui, après, il est allé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il pousse la machine Fiat carrément à l'extrême. Donc il s'endette pour acheter du Bitcoin, pour forcer, on va dire, un peu l'adoption, mais aussi ce que ça va causer, selon moi, c'est que ça va réduire les cycles de halving. C'est-à-dire qu'il est en train de créer une inertie dans Bitcoin. Tout le Bitcoin qu'il achète, c'est du Bitcoin qui va plus être en circulation. Donc forcément, mécaniquement, l'offre et la demande qui définissent le prix en économie, quand vous avez l'offre qui diminue, donc lui, il retire de l'offre, et la demande qui reste constante ou qui augmente, eh ben, le prix va continuer d'augmenter mécaniquement en fait. Ce phénomène de hodling aussi, le fait de hodl, ce que les bitcoiners appellent hodl, donc c'est hold, ça veut dire je le garde, je l'économise pour moi. Ça immobilise en fait de la masse. Voir ça un peu comme un objet, on immobilise de la masse du bitcoin, ce qui fait que l'inertie augmente. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins, plus les gens hold, moins il y a d'offres en circulation. Tout ça, en fait, plus l'éducation des gens va augmenter, plus ils vont comprendre que c'est un réservoir étanche qui permet de garder son énergie économique, un bitcoin égale un bitcoin, plus ça va permettre en fait l'adoption, de continuer. C'est juste mécanique en fait. Le temps joue en notre faveur. Mais est-ce que justement ce côté hodling, quand il est fait entre guillemets par la plèbe et qu'il est distribué, euh, je Mhm. vois Oui. où ça peut nous mener. Donc chacun, on va dire, a un peu de bout de Bitcoin, donc il est partagé. En plus, c'est vrai qu'il est capé à 21 millions, mais il est très divisible, le Bitcoin. Souvent, c'est ce on a du mal Oui. à voir. Il est très, très divisible. Donc, vraiment, on peut avoir des poussières de Bitcoin un peu partout. Mais le hodling, en fait, par des gros acteurs, bah, tels que les États en fait qui se lancent aussi là-dedans, on en parlait tout à l'heure, du MicroStrategy et d'autres entreprises en fait qui veulent stocker le maximum de Bitcoin. Est-ce que du coup Ouais. ça va pas faire en sorte que bah, du coup Bitcoin ne circule plus dans la population et donc en vrai on a des gens qui ont capté Bitcoin mais on n'a pas vraiment une adoption de Bitcoin parce que Bitcoin n'est plus dans les mains des commerçants, dans les mains D'accord. bah, des gens lambda. Alors, je vais donner ma théorie là-dessus, enfin mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'en fait, ça change rien du tout. Euh, c'est juste qu'ils en ont plus que nous, mais au final, le Bitcoin, il reste toujours en circulation. C'est juste que là, il y a moins de quantité de Bitcoin en circulation. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'économie, c'est un peu un jeu de la confiance. C'est-à-dire que si quelqu'un vraiment capte tout le réseau, la confiance va s'effondrer. Il va être obligé de transacter. La, En fait, le fait de maintenir du Bitcoin, c'est bien, mais l'économie, c'est un jeu de confiance aussi. Et donc, si la confiance s'évapore, plus personne ne voudra transacter avec lui. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que il faut se projeter dans 20 ou 30 ans et se dire qu'est-ce qui aura changé avec l'adoption de Bitcoin. Est-ce que c'est vraiment important si un acteur en a plus que la plèbe? Parce que pour moi, il retire de la masse de la circulation, mais le reste en circulation. Ça va juste augmenter la valeur par unité de compte, ce qu'il est en train de faire. Mais au final, ça va jamais nous empêcher de transacter. Les gens vont toujours pouvoir utiliser Lightning. C'est juste que le Lightning va prendre de la valeur par le fait que lui en retire de la circulation. Bien sûr, il va s'enrichir en termes fiat, il va devenir ultra riche si ça marche. J'ai envie de dire, il a été le premier, il a pris le risque. C'est un marché libre. Voilà, il fallait avoir les coronesses, on va dire, de faire ça quand il l'a fait.
Voilà, marché libre, mais je pense pas vraiment que ça joue parce qu'il y aura toujours de l'offre et de la demande en fait. Même s'il en retire en circulation, il n'arrivera jamais à retirer les 21 millions. Il faut bien se rendre compte que si tout le monde tout le monde en a accumulé, en fait, ça va juste prendre de la valeur et ça va pas nous empêcher de transacter. Ça va juste nous donner plus de valeur par unité de Bitcoin. Il y en a, bien sûr, ça règle pas le problème des inégalités Bitcoin. C'est-à-dire que voilà, les premiers qui sont arrivés et qui ont fait leur truc, ils ont peut-être revendu. Ils ont vu aussi c'est un marché libre, donc il y a l'offre et la demande. Ça règle pas les inégalités. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous faites de votre argent, encore une fois, eh ben, c'est l'humain qui décide. La volonté, elle est technologique, mais la bonté, elle reste humaine. C'est ce que je dis, c'est que Bitcoin n'est pas là pour nous, forcément pour nous dire quoi faire. Il nous permet juste de faire quelque chose. Mais l'épargne et tout ça, après, bah oui, chacun en fait ce qu'il veut un petit peu. C'est un peu ça l'idée. Mais je vois pas, en fait, moi, je comprends pas la notion de comment ça pourrait bloquer le marché ou ça va juste prendre de la valeur. En fait, il fait des halvings, il va accélérer les cycles des halvings. En fait, c'est un peu une sorte de. On va rentrer dans des sortes de méga cycles si l'accumulation continue et qu'en plus les États commencent à faire des réserves stratégiques. C'est juste que la masse en circulation va diminuer et donc l'unité de masse va prendre de la valeur, ce qui ne nous empêchera pas de le transacter parce que comme tu l'as très bien souligné, il y a 100 millions de Satoshi pour un Bitcoin. Même s'ils en bloquent 15 millions, bah, il restera 3 millions fois 100 millions. Enfin bon, bref. Ouais, qui se Il y a multiplient. cette idée. Et puis au bout d'un moment, ils vont peut-être en faire quelque chose aussi quand même. C'est bien de hodl forever. Le plan final pour Michael Saylor, tout ça, il a bien compris comment ça marchait, mais dans 20 ans, ça va se tasser. Donc il y a une période là de 20 ans, l'adoption augmente. Et puis dans 20 ans, on va atteindre un peu un niveau plancher, où on aura 60-70% comme l'Internet aujourd'hui, de gens qui l'utiliseront un petit peu plus tous les jours. Et ce sera juste un outil mainstream. On payera Bitcoin comme on paye en euros. Normal, quoi. Donc effectivement, à ce moment-là, il pourra revendre une partie de ses bitcoins pour acheter des choses sans que ça fasse écouler le cours. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense que c'est ce qui s'est déjà passé pour toute la vague de Wells des premiers venus, hein, les cypherpunk, tous ceux qui ont commencé en 2010-2015. Ah oui, ils ont fait des millions, des milliards, ils avaient compris, il y avait la conviction, il fallait tenir la volatilité. Là encore, c'est un marché libre. C'est vraiment l'offre et la demande. Et puis, s'accrocher dans la volatilité, c'est pas donné à tout le monde. Il faut aussi bien comprendre la technologie, comprendre que c'est pas du court terme, qu'il faut avoir un horizon de temps à 4 ans, je dirais, donc un cycle complet de halving, pour vraiment vouloir se positionner, on va dire, dans cette phase d'adoption montante. Donc comme on est encore au tout début, il faut avoir un horizon de temps long. Si vous regardez la performance, même sur la dernière année ou sur les 2 dernières années, et que vous jugez uniquement là-dessus, vous ne regardez pas la bonne échelle de temps. En fait, Bitcoin nous invite à dézoomer et à regarder sur une échelle de 20 ans. Voilà. Mais donc, Ça oui, ramène la préférence temporelle. voilà, c'est ça. C'est la préférence temporelle, en fait. Mais ce que je dis, en fait, c'est on continue encore dans le parallèle avec la physique, hein, parce qu'on parle un peu E égale mc2, tout ça. Qu'est-ce qu'il disait Einstein? Einstein, il disait que le temps, il n'est pas uniforme et que l'espace-temps se courbe. Moi, ce que je dis dans mon document, c'est exactement ce qui se passe avec Bitcoin. C'est que l'espace-temps économique se courbe. Plus la dureté, plus le standard monétaire que vous adoptez est dur, plus l'espace-temps économique se rallonge. Voilà, J'en c'est profite pour partager celui-là. ce document. Donc, petite poésie éconophysique illustrée. Donc, c'est dans ce document que tu exposes Voilà. J'expose ça, je cette parle de théorie. la relativité restreinte monétaire. Donc, qu'est-ce que c'est un standard monétaire dur par rapport à un standard monétaire mou? Donc, pardon, ouais, toute la partie intro, c'est énergie potentielle, énergie cinétique. J'en ai parlé un petit Ouais, peu avec toi. Et ouais, puis tout à ensuite, fait. on rentre un peu plus dans les détails. Donc, pour moi, c'est vraiment le passage d'une économie de la combustion à une économie de la conservation. Parce qu'on a pour la première fois une vraie incentive à conserver notre énergie économique potentielle. Quelque chose qu'on Oui, c'est ce n'avait qui pas est avant. illustré ici, oui. Voilà. Et ensuite, je reviens un peu sur l'hamiltonien, ce que c'est. Donc,
la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, et le fait que maintenant on a vraiment une incentive. C'est de la poésie, bien sûr, c'est pas complètement vrai dans le sens strict de la physique, mais ça parle et c'est quand même beaucoup vrai. C'est-à-dire que vous faites un travail tous les jours et que en fait vous dépensez votre énergie et que l'énergie qui vous reste à la fin de votre travail, c'est de l'énergie économique potentielle que vous voulez utiliser plus tard. Voilà. Et donc, je reviens ensuite sur l'idée, c'est que l'énergie économique potentielle, vous allez pouvoir l'investir dans différents actifs. Donc, vous avez l'or, le bitcoin, l'immobilier. Donc, ce que je dis, c'est qu'on a un vecteur d'allocation alpha que vous allez investir sur différents actifs en fonction de vos préférences, de votre risque. Enfin, il y a plein de paramètres. Voilà, il y a pas de formule. Pour un individu, c'est très différent. La tolérance au risque, c'est vraiment très personnel, ça, après la, une chose qui revient souvent chez les bitcoiners, c'est que l'allocation des capitaux est optimale à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que personne ne saura dire pour vous ce dont vous avez besoin. C'est à vous de voir, de jauger comment vous voulez investir, qu'est-ce que vous comprenez, mais se dire que maintenant, il y a suffisamment de données avec 17 ans de recul que la théorie de l'investissement vous dit de vous placer en Bitcoin. Et c'est pour ça Mhm. qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs comme BlackRock qui sont rentrés dans le marché. C'est parce qu'ils ont regardé les données et qu'ils ne sont pas complètement zinzin et qu'ils ont vu qu'en fait, oui, en fait, on regarde la théorie de l'investissement, on regarde des choses qui s'appellent le critère de Kelly, le portefeuille optimal de Markowitz. Je rentre dans les détails là, mais c'est vraiment ça. C'est genre, ah, mais en fait, si je mets 1 à 5% de Bitcoin dans mon portefeuille, bah, je lisse le risque et en plus, j'augmente mon rendement. Donc, c'est, en fait, je serais bête de pas le faire. De 1 à 5%, Exactement. c'est vraiment c'est des maths en fait, et c'est là où on se rend compte que les humains ne sont pas des agents économiques rationnels. C'est-à-dire qu'il y a tout ce côté, comme tu l'as souligné, narratif, on va se faire embobiner dans des choses. Mais non, mais regardez juste les maths, la physique, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, mettre 1 à 5% de votre capital dans Bitcoin, déjà, c'est juste franchir le premier pas. C'est se dire, bah allez, j'en mets un petit peu, et puis je vois, j'attends 4 ans, je regarde si ça marche. Bref, c'est un peu ça. Mais donc derrière tout ça, il y a vraiment une théorie de l'investissement. Là aussi, je me suis plongé dedans. J'ai regardé le critère de Kelly, le portefeuille optimal de Markowitz, où on peut définir son rendement en fonction de son risque, des choses comme ça. Et donc Bitcoin trouve sa place dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez les plus grands acteurs de la finance qui rentrent dans le Bien sûr. marché, qui sont rentrés en 2024. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, justement, ça devrait être un signal pour n'importe qui. De se dire, ces acteurs-là, effectivement, ils ne se positionnent pas, comme tu dis, comme des zinzins de façon aléatoire et Oui, non. hasardeuse. Donc, Non. effectivement, bah, et puis en plus, c'est eux qui font la finance. Donc, à un moment donné, il faut plutôt faire ce qu'ils font et non ce qu'ils disent. Oui. Parce que justement, Alors, et même, j'ai une conversation récemment, c'était intéressant parce que on est bitcoiner, on devrait être contre tous ces gens-là qui font partie de la haute finance. C'est des gens qu'on a combattus pendant 15 ans. Tous les bitcoiners diront, bah, oh là là, BlackRock, blablabla. C'est exactement la personne qu'on voulait pas avoir. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Bitcoin est en train de remplir sa mission. Bitcoin est pour tout le monde. On veut pas que le Bitcoin soit censuré. On veut que même notre ennemi puisse y avoir accès. On veut que tout le tout monde à y ait fait, accès. On veut que ça soit le standard pour la planète. C'est ça qui va changer le game. C'est que quand tout le monde utilisera, il faut se rendre compte que pour moi, c'est comme un langage. C'est le langage économique. On parle en français. Mais il faut s'imaginer que si tout le monde parle le même langage économique, quel est l'impact que ça va avoir? Ça veut dire qu'on va se comprendre, qu'on sait ce qu'on va avoir. La preuve de travail est la même pour tout le monde. C'est incroyable. On a toujours eu 200 devises qui se tirent dans les pattes tout le temps. Et là, on a la possibilité d'unifier toute l'humanité à utiliser un socle commun. Enfin, c'est rien que sur ça, en fait, il faudrait l'adopter. C'est que ça va nous rapprocher. En tant qu'espèce, ça va nous rapprocher. Il y a tellement de choses après derrière à creuser parce que quand vous commencez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à creuser, mais ça va nous rapprocher. C'est un langage universel économique pour l'humanité. C'est numérique, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est nouveau, bien sûr, ça fait peur. Il faut se plonger dedans. Ce que j'explique aussi, c'est la théorie des cypherpunks, c'est que les gens ne se rendent pas compte ce que ça veut dire. On ne peut plus prendre votre énergie. Vous la gardez. Qu'est-ce qui se passe quand toute l'humanité a stocké son énergie dans des multisigs sécurisés? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va être obligé de se faire confiance, les gars. C'est pareil. C'est qu'en fait,
vous allez devoir me donner un bien ou un service en échange de mon travail. Il y a plus il y a plus dans Tourloupe, quoi. Il y a plus Arnaque possible. avec la Il planche y a à plus- C'est qu'en fait, ça va pacifier le monde dans le sens où on n'a plus besoin de faire la guerre. Il faut se plonger un peu dans la théorie cypherpunk parce que c'est vraiment l'idée aussi de laquelle Bitcoin a émergé. C'est vraiment cette notion de vouloir rendre la violence cinétique euh, invalide. En gros, la théorie des cypherpunks, c'est ça, c'est qu'on veut plus qu'il y ait de violence cinétique dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous pouvez pas voler, vous taper sur la tête de votre voisin pour récupérer ce qu'il a? Eh ben, vous pouvez plus utiliser la violence pour récupérer sa richesse. Bon, on n'est pas vraiment exactement là, surtout en ce moment, ce qui se passe. Je dis juste que vraiment, imaginez si on y arrive, c'est quand même incroyable. Ça serait quand même incroyable qu'on soit tous obligés de se faire confiance, en fait, pour dépenser, juste parce qu'en fait, la technologie nous aura disciplinés à le faire. Voilà, un vent d'espoir, un vent de renouveau pour l'humanité, vraiment. C'est ça. Et est-ce que, alors, j'étais en train de lire Cryptographicus, Homo Cryptographicus. Oui, Est-ce que oui, c'est un autre. voilà, je vais le partager. Justement, tu pourras nous indiquer euh, les théories, en tout cas, ou là, le sujet que tu développes dans celui-là. Hop, partager. Hop là. Oui. Alors, Homo cryptographicus, la minimisation de l'entropie et la création de l'ordre par le code. Donc, c'est le titre, c'est très pompeux. Bon, désolé, hein, j'ai fait vraiment, je l'ai fait au feeling, je l'ai fait comme ça me venait en fait. Ça doit être un peu indigeste comme ça. Je suis désolé pour les gens. Et Va après, il y falloir. a l'objectif négentropique. Oui, c'est ça. Donc, si vous comprenez pas déjà le titre, c'est que c'est pas bien parti. Mais bon. Non, donc cet ouvrage-là, c'est mon manifeste, on va dire, technique de ce que je comprends du Bitcoin et en fait, il faut se dire que Bitcoin, c'est la couche de base de quelque chose de bien plus vaste, selon moi. On est en train de reconstruire une civilisation avec un nouveau système d'exploitation. Il faut voir ça comme on est en informatique. En fait, Bitcoin, ça va être le système d'exploitation de la monnaie. On change de système d'exploitation. On était sur la monnaie fiduciaire. On va peut-être passer à quelque chose d'hybride avec de l'or, du Bitcoin. J'ai pas envie de dire que tout va disparaître, hein. J'ai juste envie de dire que on est en train de changer le système d'exploitation de notre civilisation. Bitcoin, c'est la première couche. C'est la couche qui nous permet en fait de faire des transactions. Mais derrière, comment est-ce qu'on construit une société basée sur la crypto? C'est très beau de vouloir faire des transactions, ok, mais ça va changer tellement de choses qu'il faut aussi regarder qu'est-ce que ça implique pour le reste. C'est-à-dire que une fois qu'on change le narratif, donc on peut plus en fait prélever l'impôt comme on le fait aujourd'hui. C'est les gens qui vont devoir, on va passer de la coercition, donc ce qu'on appelle lever l'impôt forcé, à je vous paye parce que je veux bien vous payer. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez votre richesse en multisig, eh ben oui, bon courage pour venir la chercher, quoi. Donc si il y a vraiment, il faut se projeter, il faut voir aussi les implications que ça a pour la suite. Donc l'idée de l'Homo cryptographicus, c'est que je regarde un peu, pour moi c'est vraiment une évolution de l'espèce. C'est pour ça que j'ai fait un peu ce jeu de mots. C'est qu'on est en train de changer de paradigme pour notre espèce, en fait, au niveau de comment on va interagir avec le monde. Parce que la cryptographie va nous permettre de nous séparer de cette couche où on avait besoin de se faire confiance, où il fallait vraiment qu'on se tape sur la tête pour aller chercher l'or de notre voisin. Tout ça, ça n'a plus cours si on va vraiment au bout de la logique cypherpunk, à laquelle je me retrouve un peu de plus en plus, hein. C'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage. Et donc dans cet ouvrage, je décris en 11-12 chapitres les grandes lignes de la société que j'appelle Civitas, qui tourne sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça va causer au niveau modulaire? Comment on va. Donc, toute la partie technique, hein, c'est vraiment un ouvrage technique, celui-là, où je Oui. regarde toute la technique du Bitcoin, avec toujours un peu de poésie. Mais donc, oui, de la rareté. Ensuite, à se dire que le principe de la rareté qu'on applique à la monnaie, eh ben, on peut aussi l'appliquer à tout le reste. On va pouvoir l'appliquer à la loi, justement.
la loi qui a un peu, on va dire, dans l'époque Fiat où on est, c'est un peu une loi en l'air, on ne sait pas trop, mais en fait, la loi, c'est du code. On parle du code du travail, on parle en fait, c'est du code. Ce que je Code dis, du c'est design. que c'est ça, la monnaie, c'est de l'énergie, euh, la société, c'est un réseau, et la loi, c'est du code. Donc, à partir de là, en fait, on peut tout faire en informatique, hein. Je vous dis juste ça comme ça. Donc, en fait, on peut vraiment, on va dire, se rajouter une couche numérique qui va nous permettre, on va dire, de lisser les défauts qu'on a eus dans le passé, donc notamment au niveau de la confiance, de ce problème de masse monétaire qu'on a depuis 100 ans, hein, en 1913, l'institution de la Réserve fédérale américaine, où on a donné le pouvoir à de grands banquiers. Euh, voilà, donc ça change un peu tout. Et je rentre en détail là-dedans. Je vais pas tout couvrir parce que ça va prendre Oui, beaucoup de bien temps. sûr. Il y a une partie logique. On commence avec la physique numérique. Donc on parle du bit, de tout en bas de l'échelle de l'informatique, il y a le bit, et ensuite on remonte tout en haut de la société, comment on construit une société à partir d'un bit. Donc Ok, couche par on a besoin couche. d'une voilà, on a besoin d'une flèche du temps, ça c'est la time chain Bitcoin. L'espace dans lequel on opère, c'est l'espace de 2 exposants 256 pour le moment, c'est l'espace des clés, donc clé Mhm, publique, clé privée, tout ça. Là, ça c'est l'espace, la rareté, ça c'est le Bitcoin. Ensuite, le code, c'est ce qu'on va pouvoir faire autour de. Et ensuite, ça, c'est la couche de base. Et ensuite, l'individu. Qu'est-ce que ça va être d'être souverain dans ce nouveau paradigme? Ça change tout là aussi. C'est parce que il faut bien se rendre compte que dans l'univers décentralisé de Bitcoin, on n'a plus envie que nos données soient hébergées chez Google, chez Facebook. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est Web 2.0. Ce qui arrive là, c'est ce qui est en train de se passer au MIT, c'est que l'inventeur du web, donc je ne sais pas si vous connaissez Tim Berners-Lee, mais donc le gars qui a inventé le web, en fait, s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, que le web, comme il l'avait conçu, c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est qu'il y a tout un mouvement, notamment avec Bitcoin, décentralisation, où on a envie que l'individu, nous tous, nous redevenions propriétaires de nos données. Ça veut dire que fini Google, fini Facebook, tout ça, vous reprenez les données chez vous. Chacun aura ce qu'on va appeler un pod. Un pod, ça va être un endroit cryptographique où vous allez pouvoir gérer toutes vos données à vous. Et ce seront les applications qui viendront se connecter à votre pod. Donc vous redevenez souverain de vos données qui vont plus se balader à gauche à droite, finir dans le dark web, vous savez pas trop. Enfin bon, il y a tellement d'implications, on voit comment ça part dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment, je redeviens souverain aussi de mes données numériques. C'est l'idée de not your key, not your coins. Ouais. Et donc, voilà, c'est le corps numérique de l'individu. Là encore, on fait le parallèle de l'individu physique, nous, et le corps numérique qu'on veut, c'est rapatrier les données chez Bibi, chez nous. Voilà, ça doit C'est ça. revenir. Et donc, je détaille un peu les toutes dernières nouveautés, donc notamment Solid et IPFS, ça va être un peu le nerf de la guerre, où on va Mm, essayer, bah, évidemment, ces grands groupes californiens et tout, bah, ils vont pas se laisser faire, hein. bien sûr. Mais l'idée, Ça sera pas aussi simple. voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment l'or numérique, en quelque sorte, c'est la donnée en ce moment. C'est Tout à vraiment fait. celui qui a votre donnée, Mm, il vous domine un peu, il vous possède, hein, les stories Instagram. Enfin bon, bref, on est obligé de faire des trucs pour créer du contenu, mais vous créez du contenu, c'est chez ces gens-là. Vous ne créez pas du contenu pour vous. Le jour où ils veulent vous bannir, voilà, vous vous êtes disparaissez banni. de leur carte. Tout Voilà. à fait. L'idée du pod, c'est que vous restez maître de votre contenu et vous dites à telle application, oui, je vous autorise à lire mon contenu et vous pouvez Mhm. la poster sur votre chose. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a passé l'individu, la partie 3, c'est la civitas. On s'organise en tant En société. qu'entité numérique, en société algorithmique. Donc comment on échange. Là aussi, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent. C'est les DAO, il y a le protocole RGB sur Bitcoin, donc qui va permettre de faire des smart contracts, des choses comme ça. Donc là aussi, on avait commencé avec la block, ce que je dis Bitcoin, la base, et ça ouvre les portes pour beaucoup, beaucoup plus de choses. J'essaye de détailler ça dans cet ouvrage qui est assez technique, assez, je dois dire, peut-être assez compliqué,
mais on s'y retrouve peut-être au bout. Et donc, Au à la bout, fin de ouais. l'ouvrage, vous retrouverez la poésie éconophysique, d'ailleurs, que j'ai mis en annexe de l'ouvrage. Voilà. Tout ça est gratuit. Je voulais le publier, puis je me suis dit non, dans l'esprit Satoshi, je donne tout en ligne, comme ça les gens peuvent le regarder. Peut-être que j'avais fait une version Amazon d'un autre de mes ouvrages, mais je ferai peut-être une version Kindle aussi. Mais l'idée, c'est vraiment que ça soit open source. Je suis adepte de l'open source, j'ai fait plein de choses en open source. Donc pour moi, c'est le futur aussi. À l'ère où on va avoir des IA qui vont tout faire mieux que nous, voilà, le futur, ça va être la collaboration et il va falloir se faire confiance. C'est clair. Bah, en tout cas, moi, j'ai commencé à le lire. Comme tu le disais, il est très technique, dense, donc je le lis vraiment doucement pour bien appréhender les concepts les uns après les autres. Je mettrai le lien en description bah, pour que les gens puissent y avoir accès. En tout cas, c'est une approche que je trouve très très intéressante de partir vraiment de la base et de monter couche par couche jusqu'à la société qu'on peut construire Voilà, avec toute cette technologie qui a été offerte au monde par Satoshi. Donc, en tout cas, exactement. n'hésitez pas à y jeter un œil C'est aussi. Et gentil. puis, voilà, il y a aussi celui-là. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé. Alors celui-là, je suis allé très loin aussi. Celui-là, je suis allé très loin dans mon imaginaire. Alors là, il faut vous accrocher parce qu'on est en 2044. Alors pourquoi 2044 déjà? Je sais pas. Pourquoi 2044? C'est qu'il y a un roman qui est connu qui s'appelle 1984 de Tout George à fait. Orwell, où Mhm. on parle de dystopie numérique, l'apocalypse et tout. L'idée de mon ouvrage ici, c'est un roman d'anticipation, on va dire. Donc j'essaye de projeter ce qui va se passer les 20 ans qui viennent. Et je prends un peu le narratif optimiste plus plus. Moi, je suis un grand optimiste. J'ai une personnalité qui est INFJA, c'est-à-dire que je suis un idéaliste un peu utopiste. Et donc, dans cet ouvrage, j'essaye de décrire ma perception de ce qui marche pas dans notre monde actuellement. Je vois quatre grands axes qui marchent pas dans notre monde. Il y a l'échec de l'allocation, euh, donc l'allocation des ressources. Tout ça, on le voit, les inégalités, enfin bon, ça explose. Il y a l'échec pardon, il y a l'échec de la confiance en premier, j'ai oublié. L'échec de la confiance. Donc là, pour moi, pareil. Bitcoin, on n'a jamais réussi à se faire confiance, on a toujours dû se taper dessus. Voilà, en fait, Bitcoin, ça va nous permettre de plus avoir besoin de nous faire confiance, au moins pour l'instant pour les transactions financières. Elles sont sécurisées par du code. Donc vous pouvez dire, voilà, la confiance, ça va être quelque chose de primordial pour l'humanité. Donc l'échec de la confiance, l'échec de l'allocation, c'est qu'on n'arrive pas à allouer les ressources de manière optimale sur notre planète. Il y a toujours des divergences entre les pays. Les pays vont aller faire la guerre à d'autres pays pour récolter leurs réserves. Donc le deuxième point où on échoue, c'est au niveau de l'allocation des ressources. La troisième chose sur laquelle on échoue, c'est la biologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à guérir toutes les maladies. Je pense vraiment qu'avec l'IA, on va avoir une révolution majeure dans la biologie aussi. Donc des nanotechnologies couplées à la biologie. On a une sorte de convergence. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est qu'on a une convergence de technologies qui est juste monumentale en ce moment. Donc on a les trois piliers que je donne au début du livre. C'est Bitcoin, les technologies décentralisées, le fait qu'on ait la technologie pour se faire confiance. On va avoir l'énergie propre avec les réacteurs modulaires nucléaires qui arrivent, les SMR, Small Modular Reactor. Là aussi, ça va être de l'énergie propre et en quantité pour l'humanité, avec un peu de chance. L'énergie propre et... tac, tac, tac. J'ai un trou. Oui, grand livre, énergie et pardon, il y a l'intelligence artificielle. C'était les trois grands Ouais. axes. Donc l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire des choses là encore extraordinaires. Donc à partir de là, c'est de l'imaginaire, c'est de la fiction. Je Ok. essaie de me projeter toutes les choses qui peuvent arriver dans notre monde jusqu'en 2044. Et l'idée, c'est une IA de 2044 qui nous raconte comment on est arrivé de l'autre côté. Pour moi, il va y avoir des transformations majeures qui arrivent
malheureusement, va y avoir une grande période de friction. On a tous le sentiment en train un peu de dérailler comme C'est ça. humanité, hein. Je pense qu'on a un peu tous le sentiment avec ce qui se passe dans le monde qu'on n'est pas Oui, forcément sur la bonne trajectoire. Mais mon livre se veut résolument optimiste, c'est-à-dire qu'on va trouver les ressources pour sortir de la crise. La grande crise qui nous attend pour moi, c'est la révolution de l'IA qu'on n'anticipe pas assez. Comment les gens vont perdre leurs emplois d'ici 3 à 5 ans. Moi, je le vois déjà en étant professionnel en IT, des jobs qui ne seront pas remplacés, euh, une personne sur deux, voilà, des licenciements. Qu'est-ce qui se passe quand la société est à 20% de chômage? C'est une grande question. C'est une grande question parce que là encore, les gens ne comprennent pas que si ça arrive, le modèle de prélèvement d'impôts, tout ça, ça marche plus, ça fonctionne pas en fait. ça Quand c'est il y a fort. trop de, ça s'effondre et il va falloir que les grands groupes qui développent ces IA, d'une manière ou d'une autre, redistribuent la richesse ou tous les acteurs qui vont participer à ces révolutions. Il va falloir mettre en place des mécanismes de, c'est le jeu en fait, c'est que vous développez quelque chose qui est tellement novateur qu'il va falloir partager. Sinon, la société va juste s'effondrer et il va y avoir la révolution. Et ce que C'est j'explique ça. dans mon livre, juste pour toucher sur ce point-là, c'est que c'est dans leur intérêt en fait de le faire.